Le 15 mars de l'As avant 44, avant Jésus-Christ, au pied de la Curie, dans le théâtre de Pompée, le légendaire Caius. Jules César, dictateur de Rome, a été assassiné par un groupe de sénateurs. Dans les mois précédant l'assassinat, César et le Sénat étaient engagés dans une bonne vieille lutte de pouvoir. Dans un effort pour apaiser César, le Sénat l'a nommé dictateur à vie. Et les historiens de l'Antiquité disent qu'une grande partie du public voulait qu'il devienne réellement roi. César avait été averti par de nombreux proches de se méfier des Ides de Mars. Peut-être aurait-il dû les écouter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Romains qui ont aidé à tuer Jules César. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Weird History. Après cela, laissez un commentaire et dites-nous quels événements historiques célèbres vous aimeriez découvrir. D'accord, ne faites pas de crise, nous allons parler de César. Le plus célèbre des assassins était Marcus Junius Brutus, dont le nom a été immortalisé dans la citation « Es-tu, Brut ?» ce qui se traduit par « Toi aussi, Brutus ?» Si l'éloquence de César lors de son assassinat vous impressionne, sachez que ces paroles ont été écrites par William Shakespeare. Pour information, deux historiens anciens différents, Plutarque et Suétone, rapportent tous deux que César n'a rien dit en mourant. Autant que l'on sache, ces derniers mots, prononcés en latin au début de l'attaque, furent « Casca, misérable, que fais-tu » Shakespeare avait bien une source, même s'il reformulait quelque chose qu'il avait trouvé dans un récit ancien qui rapportait une rumeur selon laquelle les derniers mots de César auraient en fait été « Caesu tecnon » ou « Toi aussi, mon enfant ». Certains ont interprété cela comme une indication que Brutus était le fils biologique de César. Cela aurait du sens puisque la mère de Brutus, Servilia, était en fait la maîtresse de César. Les historiens affirment que tecnon était un terme affectueux, à ne pas prendre au pied de la lettre. Brutus était en réalité l'un des protégés de César, issu d'une famille farouchement opposée à la tyrannie. Cela pourrait expliquer son rôle dans la conspiration, mais il se peut aussi qu'il ait ressenti du ressentiment envers César pour avoir choisi Octavien comme fils adoptif et héritier. Après la mort de César, Brutus et son allié, Cassius, se sont retrouvés en conflit avec Octavien et son allié, Marc-Antoine. Brutus a finalement fini par fuir en Grèce, où il a passé quelque temps à écouter des conférences philosophiques, à lever une armée et à frapper sa propre monnaie. Le conflit final avec Octavien et Antoine eut lieu en 42 avant Jésus-Christ à Philippe. Brutus et Cassius ont perdu. À la suite de la défaite, Brutus mit fin à ses jours en se jetant sur son épée. Autrefois partisan de Pompée, Cassius en vint finalement à préférer César. Cependant, avec le temps, il s'inquiéta de l'accumulation de pouvoir par César et de son comportement dictatorial. Mais ce n'était pas son seul problème avec César, car Cassius convoitait lui-même la plus haute fonction de Rome. « Pardon César, César, pardon, je m'abaisse jusqu'à tes pieds. » Il s'est offensé que César ne lui ait pas donné de commandement militaire. Lors de la guerre contre les Parthes, César s'est également emparé de quelques lions précieux que Cassius prévoyait d'amener à Rome pour les jeux qu'il sponsorisait. Comme si tout cela ne suffisait pas, il y a aussi des suggestions selon lesquelles César aurait eu une liaison avec la femme de Cassius, Tertia. C'est sans doute pourquoi Cassius a poignardé César à la tête pendant l'attaque. Cassius a été vaincu à Philippe. Avec Brutus, l'histoire rapporte que lorsqu'il a vu les forces de Brutus submergées, il s'est fait décapiter par un affranchi à proximité. Brutus l'a très mal pris. Il a appelé Cassius le dernier des Romains et l'a fait enterrer sur l'île de Tassos, avant de retourner au combat et de rencontrer son propre destin. Chez Shakespeare, quand César dit « Es-tu, Brut ?» il est clair à qui il s'adresse, mais dans la réalité, cela n'a peut-être pas été aussi évident. En réalité, il y avait deux Brutus, Decimus Junius Brutus et Brutus Albinus. Cependant, Brutus Albinus est nettement moins célèbre. Il fut le bras droit de César lors de la conquête de la Gaule, devenant comme un petit frère pour le dictateur. Malgré cela, il fut l'un des cerveaux derrière le complot. Pourquoi Decimus a-t-il trahi son ami ? On pense que Decimus ne s'est pas senti justement récompensé pour sa loyauté. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pourrait avoir été lorsque César a laissé entendre qu'il allait faire d'Octavien et non de Decimus son héritier. En tant qu'ami de confiance de César, Decimus était à ses côtés jour et nuit. Cela lui a permis de fournir aux conspirateurs des informations sur l'état d'esprit du dictateur. Cela lui a également permis de manipuler César selon la volonté des conspirateurs
En fait, c'est Décimus qui a convaincu César d'ignorer l'avertissement qu'il avait reçu et d'aller à la curie le jour de l'assassinat. À la suite de l'attaque, Décimus a fini par fuir Rome et s'est déguisé en Gaulois. Eh bien, il ne manquait pas de culot, celui-là. Cependant, son programme de protection des témoins en solo n'a pas duré. Marc-Antoine a arrangé pour qu'un chef gaulois tranche la tête de Décimus et lui envoie la tête qu'il a finalement enterrée à Rome. Servilius Casca a été le premier homme à poignarder Jules César. Selon l'historien Appien, Servilius a visé la gorge du dictateur, mais l'a raté et l'a touché à la poitrine. César a réussi à le repousser et, selon Plutarque, c'est alors qu'il a prononcé ses vrais derniers mots. « Maudit Casca, que fais-tu » ou plus familièrement « Casca, espèce de vaurien, qu'est-ce que tu fais » À ce moment, Servilius Casca a appelé son frère à l'aide et les autres assaillants ont approché César. Servilius est brièvement devenu tribun du peuple, mais son succès fut de courte durée. Il finit par se donner la mort. Après la défaite à Philippe, Servilius a poignardé César en premier, mais son frère Caius Casca fut le deuxième. L'écrivain Nicolaos de Damas nous dit que Servilius a appelé son frère avec enthousiasme en grec pour qu'il participe à l'action. Caius obéit en enfonçant son épée dans le flanc de César, et l'on pense que cette blessure fut probablement celle qui mit fin à César. Finalement, Caius se donna aussi la mort avec son frère après Philippe. Tribonius était, d'après tous les témoignages, un homme ambitieux et bien que César le récompensa souvent, il fut parmi les premiers à rejoindre les conspirateurs. Selon Appien, le jour de l'assassinat, la tâche de Tribonius était de retenir Marc-Antoine en le distrayant par une conversation à l'extérieur du portique du théâtre de Pompée. Cependant, il convient de noter que Plutarque affirme que Decimus Brutus fut celui qui accomplit cette tâche. Après la mort de César, Tribonius réussit à se faire nommer proconsul en Asie, mais comme les autres, il ne profiterait pas longtemps des fruits de sa victoire. Tribonius finit par offenser un puissant ancien partisan de César nommé Dolabella, en ne lui permettant pas d'entrer dans la ville de Smyrne. N'étant pas du genre à accepter un refus, Dolabella fit arrêter Tribonius, le fit juger pour trahison et finit par le faire assassiner dans son propre lit. Dolabella laissa ensuite ses soldats utiliser la tête de Tribonius comme un ballon, la faisant rouler dans les rues jusqu'à ce qu'elle soit complètement écrasée. Eh bien, n'est-ce pas charmant ? Cinna, dont la sœur avait autrefois été mariée à César, n'a pas participé à l'attaque proprement dite. Cependant, il était extrêmement déterminé à attiser les flammes de l'agitation contre son ancien beau-frère. Ils étaient autrefois très proches. Mais la veille de l'assassinat, Cinna prononça un discours virulent contre César. Une fois l'acte accompli, le public associa Cinna à l'attaque. Une foule parcourut la ville à sa recherche et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont éliminé. Le seul problème, c'est qu'ils se sont trompés de personne. Cinna. L'homme que la foule a tué était un poète nommé Helvius Cinna, tandis que Lucius Cornelius Cinna s'est échappé et a réussi à vivre encore 40 ans. En 44 avant Jésus-Christ, César nomma Tilius Cymbure, gouverneur du Pont et de la Bithynie. Ce qui devrait vous en dire long sur le genre de respect que César avait pour Cymbure. En même temps, César refusa obstinément d'accorder une grâce aux frères exilés de Cymbure qui avaient été un partisan de Pompée. Ce refus est probablement une des principales raisons qui ont convaincu Cymbure de rejoindre la conspiration. Selon Suétone, Cymbure fut le premier à saisir César. Il s'est agrippé à sa toge et a tiré le dictateur pour le rendre plus facile à poignarder. César a réagi en criant « Pourquoi c'est de la violence ?» Après que l'acte ait été commis, Cymbure s'est enfui à nouveau en Bithynie, d'où il a apparemment pu fournir une certaine aide à Brutus et Cassius avant leur défaite. L'histoire ne rapporte ni comment ni quand Cymbure est mort, bien que de nombreux historiens pensent qu'il est probable qu'il ait trouvé la mort, comme les autres, à Philippe. Il y avait 2 Brutus, alors pourquoi ne pas faire celui de Cassius ? Nous le savons. Parméninus a un jour moqué Octavien en rappelant qu'il était le petit-fils d'un boulanger et d'un changeur. Dans une lettre, il a dit « Le repas de ta mère venait d'une vulgaire boulangerie d'Oricie. C'est un changeur d'argent de Nérulum, pétri à la main avec des doigts tachés d'argent sale.
C'est peut-être la plus ancienne insulte envers une mère jamais enregistrée dans l'histoire. Ayant survécu 13 ans après la mort de César, Parméninus a réussi à se faire un nom en tant qu'écrivain. Il a écrit de nombreuses pièces, et bien qu'aucune ne soit parvenue jusqu'à nous, les titres de 2 d'entre elles, Thyeste et Brutus, sont encore connus aujourd'hui. Finalement, Parméninus est devenu l'allié de Sextus Pompée, le fils de Pompée le Grand, une erreur qui allait causer sa perte. En 31 avant Jésus-Christ, Sextus a été vaincu à la bataille d'Actium par Octavien. Parméninus a été exécuté, faisant de lui le dernier des assassins de César à être éliminé. Galba a servi sous César en Gaule orientale, et César lui a reproché d'avoir failli perdre une légion durant l'hiver 57 avant Jésus-Christ. Ce ne serait que le premier d'une longue série de conflits que César aurait avec Galba au fil des années, y compris la perte d'un consulat et un différend concernant une dette. Finalement, la rancune a poussé Galba à rejoindre la conspiration. Une fois celle-ci terminée, Galba a été capturé et condamné à l'au-delà. Sa famille allait cependant lui survivre, et l'empereur Galba, qui régna pendant 7 mois de 68 à 69 après Jésus-Christ, était son descendant. On sait peu de choses sur Elabio, mais Plutarque rapporte qu'il a aidé Brutus à déterminer qui inclure dans la conspiration. Après la mort de César, Elabio servit comme légat de Brutus. Il est surtout connu pour la manière dont il a péri. Selon Appian, Elabio a littéralement creusé sa propre tombe. Puis, selon la coutume romaine, il prit son esclave fidèle par la main droite, le fit tourner et lui donna la liberté. Enfin, il remit une épée à l'homme nouvellement affranchi et lui demanda de lui trancher la gorge. Comme l'a écrit Appian, sa tente devint son tombeau. Un autre Décimus, celui-ci fut autrefois un allié d'Antoine et combattit à ses côtés à Actium, où ils furent vaincus par Octavien. Pendant la construction de la flotte d'Antoine, Turilius avait abattu des parties d'un bosquet considéré comme sacré pour le dieu Esculape. Selon l'écrivain Valerius Maximus, après qu'Antoine eut perdu la bataille, Octavien ordonna que Turilius soit exécuté dans le même bosquet qu'il avait profané. Après avoir combattu César au nom de Pompée, Ligarius fut banni d'Italie. Cicéron réussit finalement à convaincre César de permettre à Ligarius de revenir, mais Ligarius ne s'en remit jamais. Plutarque rapporte qu'au lieu d'être reconnaissant pour sa grâce, Ligarius fut offensé par le pouvoir qui avait mis sa vie en danger. Il était un grand ami de Brutus et se considérait comme un ennemi de César. Malheureusement, l'histoire ne précise pas ce qu'il advint de Quintus Ligarius. Minochosa a servi sous César en Gaule et a été chargé d'écraser les forces du rebelle Ambiorix. Pour faire court, Ambiorix s'est échappé et Minochosa lui-même a fini par être attaqué. César voyait cette perte comme une humiliation. Minochosa a participé à la conspiration contre César et il est surtout connu pour avoir raté César et blessé accidentellement un autre conspirateur nommé Rubius. Selon Appian, Minochosa a été tué par ses esclaves, dont certains qu'il mutilait en guise de punition. Tous les conspirateurs détestaient César, évidemment, mais un homme, Aquila, détestait vraiment César. Une fois, lorsque César recevait un honneur public, Aquila refusa de se lever pour lui. César, dans l'un des premiers actes de provocation connus, passa les jours suivants à refuser toute promesse à quiconque. Sans ajouter, c'est-à-dire si Pontius Aquila me le permet, ce qui rendait Aquila furieux. Mais il faut admettre que c'est plutôt drôle, d'une manière très romaine antique. Après l'élimination de César, Aquila devint l'un des lieutenants d'Antoine et aurait été tué lors d'une bataille par les forces d'Aulus Hertius durant le siège de Mutina. Encore une fin peu glorieuse pour l'un des conspirateurs qui ont contribué à éliminer le grand et puissant Jules César. Le 14 avril 1865, John Wilkes Booth a mortellement tiré sur le président Abraham Lincoln, alors que Lincoln assistait à une représentation très attendue de la pièce populaire « Notre cousin américain ». Les conséquences de l'assassinat de Lincoln ont résonné à travers tout le pays, générant un effet d'entraînement qui aurait d'immenses répercussions sur l'avenir des États-Unis. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences immédiates de l'assassinat d'Abraham Lincoln.
Très bien, revenons à l'un des jours les plus sombres de l'histoire des États-Unis. La nuit du 14 avril aurait dû être comme toutes les autres. Au théâtre Ford, la pièce extrêmement populaire « Notre cousin américain » mettait en scène ce qu'il pensait vraiment être une représentation qui connaîtrait un immense succès. Ce soir-là, sachant que Lincoln serait présent, les acteurs ont même modifié une réplique de la pièce comme une sorte de clin d'œil au président. La réplique, eh bien tu n'es pas le seul à vouloir échapper à la conscription, a été prononcée ainsi: la conscription a déjà été arrêtée sur ordre du président. C'était apparemment très drôle, et alors que le public éclatait de rire, John Wilkes Booth a saisi son opportunité. Booth, acteur, maîtrisait la pièce. Il savait que la blague allait arriver et il a attendu son moment, sachant que les rires couvriraient le bruit de son pistolet Derringer. Quand le moment est venu, il s'est faufilé dans la loge de Lincoln et a tiré. Il s'est battu au couteau avec Henry Rathbone, un officier de l'armée qui partageait la loge du président. Et il a soit sauté, soit été projeté sur la scène en contrebas, se brisant la jambe. Alors que Booth tombait pour ses débuts sur la scène du théâtre Ford, Booth a crié la devise de l'État de Virginie, Sic semper tyrannis, ce qui signifie en latin « Ainsi en est-il toujours des tyrans », pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas latin. Il a battu en retraite aussi vite que possible pour un homme avec une seule jambe. Malgré son membre cassé, Booth a réussi à s'échapper et à rester en fuite pendant 12 jours. Des membres de la 16e cavalerie de New York ont poursuivi Booth, le rattrapant finalement le 26 avril. La chasse à l'homme serait l'une des plus grandes de l'histoire américaine. Booth a retrouvé un complice, David Harrell, et a finalement traversé le Potomac pour rejoindre un territoire plus accueillant. Les autorités les ont retrouvés alors qu'ils se cachèrent dans une grange de Richard Garrett à Bowling Green, Virginie. Pour le faire sortir, les soldats ont mis le feu à la grange, ce qui est un moyen infaillible de pousser quelqu'un à sortir. Jeu de mots intentionnel. Booth a été forcé de sortir à découvert et a immédiatement été abattu par la cavalerie. Ils ont même poignardé le corps de Booth avec un couteau pour s'assurer qu'il était bien mort. Les restes de Booth ont été ramenés à Washington, D.C., puis placés sous haute surveillance dans la salle à manger d'État de la Maison-Blanche. Apparemment, il craignait que quelqu'un ne le vole ou qu'il ne se transforme en zombie. Après sa mort, un train funéraire a transporté le corps d'Abraham Lincoln à travers les États-Unis jusqu'à son lieu d'inhumation finale à Springfield, dans l'Illinois. Le train s'est arrêté dans 180 villes différentes, comme une tournée de Van Halen à chaque étape. Le cercueil de Lincoln était exposé dans une mairie où des foules faisaient la queue des heures pour lui rendre hommage. Lincoln a été enterré le jour de Pâques, déclaré jour de deuil national en son honneur. Malgré son lien avec l'assassinat de Lincoln, Notre cousin américain est resté une pièce populaire. Tellement populaire, en fait, qu'un an après la tragédie du Ford's Theatre, John Sleeper Clark, qui se trouvait être le beau-frère de John Wilkes Booth, a monté illégalement une version au Winter Garden Theatre de New York. C'est vraiment un coup à la Kato Kaline. Bien qu'il ait annoncé le spectacle dans le journal, il n'avait pas payé les droits pour jouer la pièce. Clark avait volé la pièce à Laura Keane, une actrice à succès qui avait joué Notre cousin américain pendant 150 soirées réussies dans son propre théâtre. Contrairement à Clark, elle détenait les droits et l'a donc poursuivi en justice. Clark a cependant poursuivi sa propre version malgré la procédure judiciaire en cours. Le type était désespéré de gagner de l'argent grâce à son beau-frère notoire. Après l'assassinat de Lincoln, son vice-président, Andrew Johnson, a dû combler le vide laissé par le grand homme et c'était un sacré haut de forme à remplir. De plus, Johnson n'approuvait pas vraiment la vision de Lincoln pour l'avenir de l'Amérique. Par conséquent, il a fait de son mieux pour opposer son veto à certains des amendements de la reconstruction. Les 13e, 14e et 15e amendements, appelés amendements de la reconstruction, ont été adoptés peu après la guerre civile. Destinés à aider le pays dans son long chemin vers la guérison, ces amendements allaient devenir parmi les plus importants de l'histoire du document. Le 13e amendement a aboli l'esclavage et a mis fin à cette pratique aux États-Unis, déclarant
ni l'esclavage, ni la servitude involontaire, sauf comme punition pour un crime dont la personne aura été dûment reconnue coupable, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. Attends, qu'est-ce que c'était ? La partie « sauf » ne semble pas avoir sa place dans une loi interdisant l'esclavage. Le 14e amendement a accordé la citoyenneté aux anciens esclaves. Il comprenait 2 dispositions essentielles. Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et la clause « Aucun État ne pourra priver une personne de la vie, de la liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière, ni refuser à une personne relevant de sa juridiction la protection égale des lois. » Enfin, le 15e amendement a donné aux Américains noirs le droit de vote et a empêché tout État de leur retirer ce droit. Le tout nouveau président Johnson n'a pas tardé à soulever des objections contre le 14e amendement. Ces objections allaient de la volonté de laisser chaque État décider des électeurs à celle de refuser l'amendement. Jusqu'à ce que les États confédérés fassent à nouveau partie de l'Union, Johnson a finalement opposé son veto au 14e amendement, mais le Congrès a passé outre son veto et l'amendement est devenu loi. Johnson s'est opposé au Congrès jusqu'à ce qu'ils en aient assez et le destituent. Il a presque été démis de ses fonctions d'une voix. Ce n'est pas la meilleure évaluation. Finalement, les lois de la reconstruction de 1867 ont permis aux États du Sud de redevenir membres des États-Unis, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'histoire des États-Unis. Malgré les lois autorisant le mariage et la propriété, les années suivantes ont été marquées par l'oppression des Afro-Américains. Avec l'adoption des lois Jim Crow par certains États et gouvernements locaux, dont beaucoup sont restés en vigueur jusqu'aux années 1960. Pendant ce temps, le président André Johnson a exercé un seul mandat présidentiel et est passé à l'histoire pour ses manœuvres politiques ineptes. Bien que la plupart d'entre nous ne connaissent le penny que comme ces petites pièces à l'effigie de Lincoln qui s'accumulent dans le tiroir à chaussettes, elles n'ont pris leur forme actuelle qu'après la mort de Lincoln. Les premiers pennies portaient l'image d'une femme aux cheveux flottants, surnommée Dame Liberté. Ils étaient également fabriqués en cuivre pur, plutôt qu'à partir du mélange cuivre-zinc qu'ils contiennent aujourd'hui. Vers 1857, la monnaie des États-Unis a lancé des pennies plus petits en cuivre et nickel. Ces pennies montraient un aigle en vol au lieu de la femme présente depuis près d'un siècle, car l'Amérique était fascinée par les aigles. En 1909, Victor David Brenner devient designer pour la monnaie des États-Unis. Brenner fut un pionnier des pièces de monnaie, créant la première à représenter une personne réelle. Brenner a choisi de représenter Lincoln, s'inspirant d'une discussion sur une plaque de Lincoln avec le président Theodore Roosevelt. Ce nouveau penny a tout changé. Roosevelt adorait l'idée d'avoir des visages sur les pièces, peut-être parce qu'il pensait que son propre visage y figurerait un jour. Le penny a subi plusieurs changements au fil des ans, comportant d'abord des épis de blé en face du profil du président Lincoln, puis le Lincoln Memorial jusqu'en 2008 lorsque les motifs du penny ont varié avec 4 dessins différents. Pour beaucoup d'entre nous, le jour des présidents est un lundi comme les autres, sauf qu'on ne reçoit pas de courrier et qu'on ne peut pas aller à la banque. Personne ne se réunit pour chanter des chants de président ou échanger des cadeaux sous le cerisier. Cette fête a d'abord célébré l'anniversaire de George Washington. Elle n'a été modifiée pour inclure le grand jour de Lincoln qu'à la fin des années 1960. Avant cette année-là, la fête était célébrée le 22 février au Ranon Andedediawabatati. Elle a été déplacée au 3e lundi de février suite à l'Uniform Monday Holiday Act de 1968 et a été élargie pour honorer Lincoln, né le 12 février, et George Washington, né le 22 février 601. La tradition se poursuit aujourd'hui, bien que 13 États ne célèbrent pas cette fête, dont la Floride, la Géorgie, l'Iowa, l'Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Delaware, le Wisconsin, la Louisiane, le Rhode Island, la Caroline du Nord, le Nouveau-Mexique et l'Ohio. Le temps entre l'assassinat de Lincoln et l'invention de la télévision n'est pas aussi long que vous pourriez le penser. Par exemple, les télécopieurs existaient déjà. Lors de la guerre de sécession, la Confédération aurait pu faxer sa reddition à Appomattox. Mais il n'y avait pas encore de Kinko's là-bas. Les premiers téléviseurs sont apparus dans les années 1920, seulement 50 ans après l'assassinat de Lincoln. Pour vous donner une idée,
C'est environ le même intervalle qu'entre l'assassinat de John F. Kennedy et la sortie du troisième Very Bad Trip. Parmi les premiers genres télévisés populaires figuraient les jeux questionnaires et les interviews. Par conséquent, un homme qui avait été témoin du destin de Lincoln au théâtre Ford est effectivement passé dans un jeu télévisé dans les années 1950, un épisode de 1956 de J'ai un secret, un jeu télévisé où les membres du jury devaient deviner le secret incroyable d'un candidat. Mettait en vedette Samuel J. Seymour, âgé de 95 ans. Et le secret de Seymour était que, lorsqu'il avait 5 ans, il se trouvait dans le public au théâtre Ford lorsque Lincoln a été assassiné. Comme il l'a raconté aux panélistes et au public ce jour-là, il a vu Booth sauter de la scène et se casser la jambe. Étant petit garçon, il n'a pas compris l'importance de ce qu'il venait de voir. Il se souvenait seulement d'avoir été inquiet pour la personne tombée du balcon. Abraham Lincoln fut peut-être le plus grand président des États-Unis. Après avoir été assassiné au théâtre Ford le 15 avril 1865, Abraham Lincoln est devenu l'une des premières célébrités de l'histoire américaine à être embaumé. On pourrait croire que le corps de Lincoln fut traité avec respect après ce jour fatidique. D'une certaine manière, c'était le cas, mais d'une autre, le traitement du corps de Lincoln a changé à jamais tout ce qui concerne les funérailles aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons examiner comment l'assassinat d'Abraham Lincoln a créé l'industrie américaine de la mort, qui pèse plusieurs milliards de dollars. D'accord, merci d'être venu. Si vous souhaitez rendre hommage, veuillez regarder cette vidéo explicative. Avant la guerre de sécession, les Américains géraient simplement les morts. Ils les lavaient, les habillaient de beaux vêtements et allumaient des bougies autour du corps pour masquer l'odeur. Ensuite, amis, familles et anciens amants désabusés pouvaient venir faire leurs adieux une dernière fois. Ensuite, une fois arrivé au cimetière, le cercueil qui était généralement une simple boîte en bois était descendu dans la terre. La plupart se contentaient de quelques mots gentils. Le voyage de cette personne ici touchait à sa fin. Pas de chichi ni de tracas, allons manger de la salade de pommes de terre à la veillée. Étant donné qu'il y avait des Américains des deux côtés du conflit, la guerre civile fut de loin la confrontation la plus sanglante que le pays ait jamais connue. Cela signifiait qu'il y avait soudainement un grand nombre de morts qui traînaient partout. Bien sûr, les corps sans vie se décomposaient rapidement, donc la plupart des soldats étaient simplement abandonnés sur les champs de bataille pour se décomposer. Beaucoup trouvaient cela acceptable, mais tous ne voulaient pas retourner à l'endroit aléatoire où ils étaient tombés. L'embaumement a été inventé en Europe dans les années 1830, et au moment où la guerre de sécession a éclaté, il était arrivé en Amérique. Certains embaumeurs nouvellement formés proposaient leurs services aux soldats prêts à partir au combat au cas où ils en auraient besoin. Bien qu'il faille respecter leur sens des affaires, il n'est pas surprenant que l'armée ait jugé cela nuisible au moral et y ait mis fin. Les soldats n'étaient pas les seuls à pouvoir choisir l'embaumement. Beaucoup de familles aisées du Nord payaient pour rapatrier leurs proches, permettant ainsi un long voyage sans décomposition. Les soldats morts au combat étaient embaumés. On estime que 40 000 des 600 000 soldats tombés au combat ont subi le processus d'embaumement. Avec la hausse de la demande d'embaumement, de plus en plus d'hommes, car c'était l'époque, s'y sont impliqués. Cependant, comme dans la plupart des métiers, tous les embaumeurs n'étaient pas honnêtes. Certaines familles, désespérées de rapatrier leurs proches pour les enterrer, ont subi des tarifs abusifs d'embaumeurs. L'armée offrait des primes généreuses pour les corps embaumés, des dollars pour un soldat et 80 $ pour un officier, ce qui équivaut à environ 900 à 2500 $ actuels. Dans ce contexte, il n'était pas rare de voir des embaumeurs se battre littéralement pour les soldats tombés après la fin des combats. Je croyais que les soldes du Black Friday étaient pires. La situation est devenue si grave que le département de la guerre a dû publier l'ordre général numéro 39 qui stipulait que toute personne souhaitant interagir avec ses soldats devait posséder une licence spéciale. Il a aussi fixé le prix des services d'embaumement. Ce décret n'a été promulgué qu'en mars 1865 alors que la guerre touchait à sa fin. Des embaumeurs sans scrupules ont ainsi prospéré pendant la majeure partie du conflit. Mais mieux vaut tard que jamais. Le président Lincoln connaissait déjà l'embaumement au moment où ce fut son tour de subir le processus. En fait, la toute première victime de la guerre de sécession a même été embaumée.
Il s'appelait le colonel Elmer Ephraim Ellsworth et c'était un ami de Lincoln. Il a été tué le 24 mai 1861, abattu après avoir retiré un drapeau confédéré du sommet d'un hôtel à Alexandria, en Virginie. Un embaumeur nommé Dr. Holmes a proposé d'embaumer Lincoln gratuitement, sans doute pour démontrer sa nouvelle technique. Le cercueil était même fabriqué avec une fenêtre spéciale pour que l'on puisse voir le visage et la poitrine d'Ellsworth. Des milliers de personnes ont vu le colonel à Washington et New York et il n'a été enterré qu'au bout de 10 jours. Le processus d'embaumement a fait son travail, mais il n'était pas infaillible pour autant. Le New York Times a même rapporté à l'époque que le visage d'Ellsworth avait une pâleur livide. Honnêtement, le New York Times décrit aussi chaque performance de Coldplay ainsi. Bien que ce ne soit pas parfait, Lincoln appréciait l'embaumement, car à la mort de son fils Willie, 11 ans moins d'un an plus tard, les Lincoln ont demandé le même procédé. Ils ont ainsi pu garder leur fils à la Maison-Blanche plus longtemps et faire leur deuil. Comme l'embaumement était une science toute nouvelle, il restait assez rudimentaire et n'avait pas grand-chose à voir avec les procédures beaucoup plus complexes que subissent les corps aujourd'hui. Même lorsque le président Lincoln a été embaumé, ils ne lui ont pas fait grand-chose. C'était au docteur Charles Brown et au docteur Harry Cattell de s'occuper du président, qui, rappelons-le, venait d'être tué d'une balle à l'arrière du crâne. Il devait sembler présentable. Ils ont d'abord évacué son sang puis injecté un fluide d'embaumement spécial inventé par Brown. Le formaldéhyde n'était pas utilisé pour l'embaumement à cette époque. Lincoln a été habillé d'un costume et rendu présentable. Cattell a même voyagé avec le cortège funèbre du président au cas où il aurait besoin de retouches pendant le long trajet jusqu'à son enterrement. S'assurer que Lincoln reste digne était une priorité absolue. Lincoln était si apprécié que Stanton, le secrétaire à la guerre, en a décidé ainsi. Les gens voudraient sûrement le voir une dernière fois et lui rendre hommage. Avant l'embaumement, Lincoln n'aurait résisté aux éléments que quelques jours. Mais grâce à ce procédé, il a pu être transporté à travers une grande partie du pays. Pendant une tournée de plusieurs semaines, Lincoln a été mis dans un train pour lancer ses adieux. Le train a parcouru plus de 1600 miles, s'est arrêté dans 7 États et a fait des apparitions dans 180 villes et villages. L'idée était de recréer en sens inverse le voyage que Lincoln avait fait pour aller de l'Illinois à Washington, D.C. Lorsqu'il a été élu président, à chaque grande ville, Lincoln était en fait retiré du train et exposé dans le bâtiment important disponible. Ce plan ambitieux a mis une pression énorme sur la nouvelle technique d'embaumement. Finalement, la pression est devenue trop forte. Même avec les techniques les plus sophistiquées d'aujourd'hui, il serait difficile pour n'importe qui de supporter ce que Lincoln a enduré. Parcourir des milliers de kilomètres est déjà éprouvant pour les vivants, mais Lincoln a aussi enduré de nombreux trajets chaotiques en calèche et l'exposition prolongée aux intempéries. Gardez à l'esprit qu'il n'y avait aucune réfrigération. Même avec l'embaumeur présent pour s'occuper de lui, Lincoln a commencé à se décomposer. Au moment où il est arrivé à Manhattan, les gens ont vu que le visage du président n'était plus celui d'un Lincoln digne, mais plutôt une ombre spectrale. La décoloration s'est installée et, selon les rapports de l'époque, il paraissait pâle et amaigri. Pourtant, sans l'embaumement, cela aurait été bien pire. Le New York Times affirmait que si vous n'aviez pas connu Abraham Lincoln de son vivant, son apparence vous convenait. Même avec les problèmes de détérioration, Abraham Lincoln restait la personne la mieux préservée que beaucoup de gens aient jamais vue. C'était sûrement surprenant pour beaucoup d'apprendre qu'il était mort depuis des jours, mais encore bien conservé. Beaucoup d'efforts étaient faits pour voir le président. Ils attendaient des heures, par tous les temps, juste pour voir Lincoln et lui rendre hommage. Certains faisaient même plusieurs tours, et de nombreux anciens esclaves venaient voir cet homme. Bien que certains aient pu être là par une curiosité morbide, tout le monde semblait repartir avec au moins une chose. En ce qui concerne l'au-delà, l'embaumement était la voie de l'avenir. La première dame avait déjà beaucoup souffert dans la vie, ayant perdu 2 de ses fils alors qu'ils étaient encore enfants après l'assassinat de son mari. Elle était tellement accablée de chagrin qu'elle ne pouvait pas quitter son lit, elle ne s'est même pas redressée. Pendant 5 jours, elle a pu demander à ce que son mari soit embaumé, mais c'est à peu près tout. Edwin Stanton, secrétaire à la guerre, a organisé les funérailles. Il a même ignoré Mary Todd Lincoln
quand elle a exigé que son mari soit ramené en Illinois par le chemin le plus direct. Au lieu d'un deuil personnel, l'émotion causée par la mort de Lincoln est devenue publique. Alors que Mary pensait que son mari aurait trouvé cela déplacé, les historiens débattent encore de ce que Lincoln en aurait vraiment pensé. Lincoln pensait que chacun devait accéder à ses représentants. Beaucoup estiment donc qu'il aurait conservé cette opinion après sa mort. Même si la guerre de sécession a servi de point de départ, une fois le conflit terminé et l'embaumement moins utile, l'idée aurait pu disparaître. Mais Lincoln a tout changé. Avec des millions de personnes soudainement conscientes de l'embaumement, l'industrie funéraire a connu une révolution et l'embaumement n'a cessé de gagner en popularité. Au début, c'était presque une mode. Si l'embaumement convenait au président, il convenait aussi à votre famille. Fini de rester allongé pendant 1 ou 2 jours, entouré de bougies pour masquer l'odeur. Vos proches pouvaient vivre plus longtemps et de grands événements leur rendaient hommage. Les funérailles sont plus ornées et les veillées plus populaires. Voir votre proche est devenu quelque chose de normal et presque agréable, au lieu d'être sinistrement morbide. L'embaumement a transformé la perception de la mort à l'époque moderne, mais il pourrait aujourd'hui disparaître. Les produits chimiques sont nocifs pour l'environnement, poussant les gens à chercher des moyens plus écologiques face à la perte d'un proche. Mais ce n'est pas encore terminé et la tendance lancée par Lincoln perdure depuis plus d'1 siècle et demi. On peut vraiment dire influenceur. Le président John F. Kennedy a été assassiné à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963. L'Amérique et le monde entier ont été surpris. Ces événements ont eu des répercussions politiques, historiques et sociales toujours pertinentes aujourd'hui. Cependant, ces coups de feu fatals n'étaient en fait que le début de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui s'est passé immédiatement après l'assassinat de JFK. Il était environ 12h30 lorsque les 3 coups de feu ont été tirés sur la Lincoln Continental, décapotable du président. Au premier coup de feu, l'agent du Secret Service Clint Hill, sur le pare-choc de la voiture de suivi, a quitté sa place et s'est précipité vers la limousine présidentielle. Il voulait protéger le président de son corps, mais 2 autres coups de feu ont retenti avant qu'il n'y arrive. C'est le 3e et dernier coup de feu qui serait celui ayant fracassé le crâne du président. Après l'impact, l'épouse du président, Jackie, a paniqué et a tenté de sortir du siège passager pour grimper sur le coffre de la voiture. C'est alors que l'agent Hill a pu s'agripper à l'arrière de la voiture. Il est monté et a forcé Jackie Kennedy à retourner à l'arrière. Alors que la voiture filait vers l'hôpital Parkland, Jackie a parlé à son mari. Lors d'une interview, elle se rappellera avoir dit « Jack, tu m'entends ? Et je t'aime, Jack ?» L'agent Hill dira plus tard que s'il avait été sur le pare-choc de la voiture du président plutôt que sur celle derrière, il aurait pu sauver JFK à temps. Après avoir tiré 3 coups sur le cortège, depuis le 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, Lee Harvey Oswald a caché son fusil parmi des piles de livres. Il est descendu par un escalier voisin et, 90 secondes plus tard, il a croisé son superviseur et un policier de Dallas dans la cafétéria du 2e étage. Comme il n'y avait aucune raison de se méfier de lui à ce moment-là, Oswald a été autorisé à partir. 3 minutes après la fusillade, alors que les autorités commençaient à boucler la zone, Oswald a quitté le bâtiment. Il est monté dans un bus de la ville, mais les embouteillages causés par l'assassinat l'ont fait descendre rapidement pour prendre un taxi. Il s'est rendu à sa pension, qui se trouvait dans le quartier voisin d'Oak Cliff. La gardienne l'a vu entrer dans sa chambre, puis en sortir peu après avec une veste. Environ 15 minutes plus tard, Robert Kennedy, frère du président, déjeunait à des milliers de kilomètres en banlieue de Virginie. Quand le téléphone a sonné, c'était le directeur du FBI, J. Edgar Hoover. « J'ai des nouvelles pour vous », dit-il, sans la moindre émotion. « Le président a été abattu. » Bobby a demandé la gravité de la blessure, mais Hoover a seulement dit que c'était sérieux et qu'il le recontacterait une fois mieux informé, avant de raccrocher. À 12h38, la limousine est arrivée à l'hôpital Parkland, où le président Kennedy a été emmené d'urgence en salle de traumatologie numéro 1. Le médecin-chef Ronald James et son équipe ont pratiqué une trachéotomie, fait un massage cardiaque au président et lui ont posé une perfusion dans le bras. Mais il était trop tard.
12 minutes après son entrée dans la salle de traumatologie, JFK a été déclaré mort. Le corps du président a été mis dans un cercueil acheté à la hâte, puis transporté sur un brancard. Cependant, lorsque Jackie et l'entourage du président ont tenté d'emporter le corps avec eux, ils ont été confrontés au médecin légiste du comté de Dallas, Earl Rose. Rose a souligné que la loi texane imposait une autopsie dans le comté de la fusillade, ce qui était techniquement exact. Jackie Kennedy voulait partir, mais pas sans le corps de son mari. Rose refusa de céder et la situation devint tendue. Des témoins affirment que des agents secrets ont pointé leurs armes pour forcer Rose à s'écarter. Quelle que soit la vérité, le cercueil fut rapidement transporté vers un aéroport à Love Field, chargé à bord d'Air Force One et emmené hors de la juridiction. Peu après 13 heures, Oswald quitta sa pension et erra sans but dans le quartier autour de chez lui. À 13h15, il atteignit l'intersection des rues Patton et Dixiem, où il rencontra un officier de police de Dallas nommé J.D. Tippett. Des témoins ont vu Oswald parler à Tippett par la fenêtre de sa voiture. L'officier est sorti de son véhicule et s'est approché d'Oswald, qui a alors sorti son arme et tiré 4 fois sur Tippett, dont une balle à la tête. Ce dont les deux ont parlé reste inconnu. Tippett avait une description du suspect dans l'assassinat de Kennedy, mais rien n'indique qu'il l'ait lié à Oswald. Quelle qu'en soit la cause, la confrontation a vite entraîné une forte présence policière dans la zone. Oswald a agi de façon suspecte, attirant l'attention de Johnny Brewer, employé d'un magasin de chaussures. Ayant entendu les sirènes dans le quartier, Brewer a décidé de suivre Oswald, qui s'est rapidement engouffré dans un cinéma voisin sans payer de billets. Brewer a parlé à un employé du cinéma qui a ensuite appelé la police. La police de Dallas a investi le cinéma, interrompant le film et allumant les lumières. Un agent de police nommé Nick MacDonald a fouillé quelques spectateurs au hasard et a finalement atteint Oswald. Quand MacDonald lui a demandé de se lever, Oswald a crié « C'est fini maintenant ». Il a sauté sur l'agent, le frappant d'une main et tentant de saisir son arme de l'autre. D'autres policiers sont intervenus et MacDonald a réussi à lui prendre l'arme. Lee Harvey Oswald a été maîtrisé, menotté et conduit hors du théâtre devant une foule en colère qui commençait déjà à le relier à l'assassinat du président. À 14h, 38h centrale, la juge Sarah T. Hughes, une juge fédérale nommée par John Fitzgerald Kennedy, seulement quelques mois plus tôt, a prêté serment à Lyndon Baines Johnson en tant que 36e président des États-Unis d'Amérique. Ce fut la première et la dernière fois que le serment était administré par une femme. Johnson, voulant prouver le soutien des Kennedy à la transition, a insisté pour que Jackie soit à ses côtés lors de sa prestation de serment. Air Force One est arrivé à la base aérienne d'Andrews vers 18h, heure de l'Est. Le pays a vu en direct le cercueil du président sortir de l'avion et être chargé dans une ambulance. Robert Kennedy, qui était monté à bord de l'avion à son arrivée, est ensuite sorti avec Jackie. Enfin, le président Johnson est descendu de l'appareil et a brièvement parlé aux journalistes. Nous avons subi une perte qui ne peut être mesurée. À ce moment-là, Jackie Kennedy portait encore la célèbre tenue rose qu'elle avait sur elle. Au moment où son mari a été abattu, le sang séché de JFK était encore clairement visible sur sa jupe. Ce n'était pas un oubli. Plus tôt, des assistants ont proposé à Jackie de changer de vêtements, mais elle a refusé. « Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait à Jack ». Vendredi soir, Oswald a été inculpé pour la fusillade de l'officier Tippett. Le samedi matin, il a comparu pour le meurtre de John F. Kennedy. Lors d'une conférence de presse improvisée, Lee Harvey Oswald a dit aux journalistes « J'ai juste porté un pistolet dans un film. Je n'ai tué ni tiré sur personne, je ne suis qu'un bouc émissaire. » Bien que le passé d'Oswald comme tireur d'élite dans les marines, ex-résident de l'Union soviétique et agitateur marxiste ait créé un climat de suspicion autour de lui, il a maintenu son innocence pendant tout son séjour à la prison du comté de Dallas. Le dimanche 24, le cercueil du président Kennedy a été amené dans la rotonde du Capitole des États-Unis, par le même caisson tiré par des chevaux qui avaient auparavant transporté le cercueil de Franklin Delano Roosevelt en 1945. L'accompagnait un cortège funèbre composé de la famille Kennedy, de membres des forces armées et de centaines de dignitaires et dirigeants mondiaux.
Environ 1 million de personnes sont venues assister à l'événement pendant les 24 heures suivantes et environ 250 000 membres du grand public ont été autorisés à rendre hommage. Malgré des températures glaciales, la file d'attente pour entrer s'étendait sur plus de 3 km. À la fin de la veillée, des milliers de personnes attendaient sans pouvoir accéder au lieu. Le dimanche 24, la police de Dallas a décidé de transférer Lee Harvey Oswald de leur quartier général du centre-ville vers un autre lieu, une prison du comté. Bien que cela ait été fait pour la sécurité de Lee Harvey Oswald, cela allait ironiquement causer sa mort. Alors que Lee Harvey Oswald traversait le sous-sol de la prison, il a été tué par Jack Ruby, propriétaire de boîte de nuit à Dallas. La fusillade diffusée en direct à la télévision a créé une nouvelle onde de choc dans une nation déjà bouleversée. Lee Harvey Oswald a brièvement survécu, mais il est mort sur la table d'opération à l'hôpital Parkland, où Kennedy était décédé quelques jours avant. Bien que les allégations de lien avec la mafia et de connexions criminelles aient conduit à considérer le comportement de Jack Ruby avec une profonde suspicion, il existe également des explications moins conspirationnistes à ces actes. Beaucoup pensent pas que Jack Ruby a tué Oswald impulsivement pour devenir un héros. Les partisans de cette théorie rappellent que Jack Ruby était dans le quartier pour envoyer de l'argent à une danseuse qui travaillait pour lui. Vu l'heure de l'envoi de l'argent, Jack Ruby aurait dû se coordonner à la seconde près pour atteindre Oswald à temps et le tuer. Jack Ruby avait aussi laissé son teckel adoré enfermé dans sa voiture en envoyant l'argent. Il est difficile d'expliquer pourquoi Jack Ruby aurait pris son chien et risqué de rater Oswald en envoyant de l'argent s'il avait prémédité la fusillade. Néanmoins, personne n'en est certain. Le 25 novembre, la messe funéraire de John F. Kennedy a eu lieu à la cathédrale Saint-Matthieu et a réuni plus de 1200 invités. À la fin de la cérémonie, le cercueil a été descendu les marches de la cathédrale avant que les plus jeunes membres de la famille Kennedy ne soient pris en charge. C'était la dernière fois que les enfants voyaient le cercueil de leur père. En passant, Jackie Kennedy a murmuré à l'oreille de son fils John. Aussitôt, le garçon s'est mis au garde-à-vous et a salué le cercueil de son père. Ce geste allait devenir un moment visuel emblématique du XXe siècle. Pourtant, cela n'a pas dû être facile pour le garçon. C'était son 3e anniversaire. Après la messe, le cercueil a été conduit au cimetière national d'Arlington dans un cortège réunissant les dirigeants de 99 pays. Beaucoup pensaient que Kennedy serait enterré à Brookline, Massachusetts, mais une visite à Arlington a fait changer d'avis Jackie. Elle pensait qu'il appartenait au peuple et a finalement choisi de l'enterrer dans un endroit bien en vue, sur la pente devant le manoir Custis Lee. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Brian. Pendant les funérailles, une flamme éternelle a été allumée en mémoire du président défunt. Dans l'année qui a suivi l'enterrement, on estime que la tombe a été visitée par environ 3000 personnes par heure. 3 ans plus tard, plus de 16 millions de personnes étaient venues rendre hommage. Le 23 mai 1994, Jackie serait enterrée aux côtés de son mari au même endroit. Alors que les funérailles de JFK captaient l'attention de toute une nation, les funérailles de Lee Harvey Oswald étaient organisées à la hâte à Fort Worth, au Texas. Lors d'une brève cérémonie à laquelle assistaient ma femme, ses 2 jeunes enfants, sa mère et son frère, l'assassin du président fut inhumé au cimetière de Rose Hill. Les funérailles étaient également fortement surveillées par des journalistes, des policiers et des agents fédéraux. Il y avait si peu de membres de la famille présents que des journalistes ont dû être recrutés à contre-cœur pour porter le cercueil. Le repos d'Oswald a été tout sauf paisible. En 1967, sa pierre tombale a été volée lors d'une farce et en 1981, son corps a été exhumé, à la demande de son ex-femme afin de vérifier qu'il s'agissait bien de lui dans le cercueil. Les théoriciens du complot avaient affirmé que quelqu'un d'autre avait été enterré dans la tombe dans le cadre d'un plan visant à dissimuler l'assassinat. Les dossiers dentaires et une cicatrice d'enfance ont permis d'identifier sur place le corps comme celui de Lee Harvey Oswald. La Seconde Guerre mondiale a généré certaines des histoires d'espionnage les plus incroyables du XXe siècle, tromperie, trahison, double jeu. Ces espions ont tout vu et même plus. Aujourd'hui, nous allons révéler les histoires d'espionnage les plus folles de la Seconde Guerre mondiale que vous ignorez sûrement, mais avant de dévoiler ces taupes,
Son vrai nom était peut-être Forrest Frederick Edward Yeo Thomas, mais vous pouvez l'appeler Lapin, le lapin blanc. FFE Yeo Thomas, l'agent d'espionnage au surnom Matrix E, prenait principalement des photos de documents top secrets derrière les portes des ambassades aux petites heures du matin. Après avoir servi 2 ans dans la Royal Air Force britannique, Yeo Thomas a décidé que ses missions n'étaient pas assez dangereuses et a demandé à être envoyé en France occupée, où il servirait de liaison entre le gouvernement français en exil et la résistance. Les 2 premières missions de Yeo Thomas se sont déroulées sans accroc, mais lors de la 3e, il a été trahi et capturé par la Gestapo. Notre héros a tenté plusieurs évasions avant d'être transféré au camp de Buchenwald en Allemagne, où il a survécu 8 mois de mauvais traitements, avant de finalement s'évader lors d'une corvée de travail. Au cours de ce processus, Yeo Thomas a conduit de nombreux autres prisonniers de guerre vers la liberté pendant les derniers jours de la guerre. Considéré parmi les meilleurs espions britanniques, Yeo Thomas a vu son héritage renforcé par la culture populaire. Ian Fleming se serait inspiré de lui pour James Bond. En 1930, Krystyna Skarbek, âgée de 22 ans, était finaliste du concours Miss Pologne lors de son second mariage avec l'écrivain et homme politique Jerzy Gizicki. 9 ans plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne et tout changea. Le couple partit à Londres où Skarbek travailla pour les services de renseignement britanniques. Après avoir mis en place un système de messagerie entre la Pologne et la Hongrie, la francophone accomplie s'est rendue en France en 1944 sous le nom d'emprunt Christine Granville. Sous ce nouveau nom de guerre, Skarbek s'est retrouvée à naviguer dans plusieurs opérations de renseignement. Sa mission la plus célèbre fut à Dinah, où elle trompa la Gestapo pour libérer 2 agents capturés, alors que son avis de recherche était affiché dans tout le quartier général allemand. Même pour les nazis, c'est embarrassant. Malgré ses médailles françaises et britanniques, Skarbek a été abandonnée par le gouvernement britannique. Après la guerre, elle n'a pas été autorisée à retourner dans la Pologne communiste. Et sa vie a lentement sombré dans le chaos. Elle a fini par vivre dans un hôtel sur un paquebot de croisière en 1952, où elle a été victime d'un acte criminel commis par un prétendant éconduit, Denise Muldowney. En 1935, Wilhelm Canadas pensait qu'Adolf Hitler était le meilleur. Il a même été nommé à la tête de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Ensuite, Canaris a été témoin direct des atrocités d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale et a rapidement changé d'avis. Pour réparer ces injustices, Canaris a réuni des opposants partageant ses idées dans l'Abwehr et l'armée. Il a pris part à plusieurs complots contre le Führer, tout en gardant assez de distance pour éviter toute implication. En 1944, un autre complot raté contre la vie d'Hitler a eu lieu, et le Führer a complètement supprimé l'Abwehr. Cette fois, la chance de Canaris a tourné, dénoncé par d'autres personnes torturées pour des informations. Canaris a été envoyé en prison, mais il a refusé d'admettre sa culpabilité jusqu'au début du mois de avril 1945, lorsque ses journaux intimes compromettants ont été découverts. Ainsi, Canaris et ses complices ont été rassemblés et pendus au camp de concentration de Flossenberg le 9 avril 1945. Les nazis lisent le journal intime de quelqu'un. Jusqu'où iront-ils dans la bassesse ? Odette Alloz est née en France en 1912 et a déménagé en Grande-Bretagne après avoir épousé un Anglais en 1931. 11 ans plus tard, grâce à la qualité de ses photos prises pendant la guerre, Odette fut recrutée par le service d'espionnage britannique, le Special Operations Executive. Alloz a été arrêtée par la Gestapo en 1943 et a été soumise à la torture dans la tristement célèbre prison de Crène, près de Paris. Au cours de multiples interrogatoires, Alloz a refusé de révéler l'emplacement des autres agents sur le terrain. Elle a donc reçu un voyage tous frais payé au camp de concentration de Ravensbrück après des mois de coups et d'isolement. Alloz a inventé une histoire sur sa relation avec Winston Churchill, racontant à ses ravisseurs que son co-espion, le capitaine Pierre Churchill, était le neveu de Winston et qu'elle était sa femme. Ce qui faisait d'elle la nièce du Premier ministre anglais. L'officier SS Fritz Zurin, le type qui dirigeait le camp, a cru l'histoire de A à Z et a décidé que c'était sa porte de sortie du parti nazi. Il a personnellement conduit Alloz jusqu'aux lignes américaines pour la déposer et se rendre, espérant que son statut le sauverait des conséquences de ses actes. Ce ne fut pas le cas. Alloz a fini par témoigner contre Zurin et tous ceux qui lui ont rendu la vie infernale à Ravensbrück à cause de ses actions.
Alloz est devenue la première femme à recevoir la George Cross, pour des actes de la plus grande héroïsme ou du courage le plus remarquable dans des circonstances de danger extrême. Le couple mari et femme Arro et Libertas Schulze-Boysen détestaient le Troisième Reich. Tous deux venaient de milieux allemands aisés, Arro étant le fils d'un officier de marine décoré et Libertas, la fille de la noblesse allemande. Ces liens familiaux ont permis à Arro d'obtenir un poste au ministère de l'Air du Reich en 1934. Une fois installés, ils ont formé une équipe d'anti-nazis partageant les mêmes idées. À l'approche des années 1940, leur opposition privée s'est rapidement transformée en véritable espionnage, avec d'importantes quantités de renseignements qui circulaient entre eux, les soviétiques et le gouvernement américain. Cela leur a valu le surnom de l'Orchestre Rouge, car ils chantaient pour la Russie soviétique. Libertas exploitait sa place dans le cinéma allemand pour recueillir des preuves de crimes de guerre et les transmettre par radio. Mais en 1942, un agent a émis 2 fois depuis le même endroit, ce qui a permis à la Gestapo de localiser et arrêter le groupe en déchiffrant les messages pour identifier les autres impliqués. La Gestapo a passé le reste de cet été à traquer tous les membres de la cellule de résistance qu'elle pouvait, finissant par arrêter Arro au ministère de l'Air. Le 31 août 1942, et 3 jours avant Noël, tous les membres capturés du club d'espionnage Schulze-Boysen ont été éliminés. En plus d'avoir inspiré le film lauréat du meilleur film, le projet Manhattan a rendu beaucoup de gens nerveux en 1944. C'est ce qui a déclenché l'opération Pi, la tentative du Reich de découvrir tout ce qu'il pouvait sur l'avancement du projet. Le plan était simple, utiliser un sous-marin pour débarquer les espions Eric Kimpel et William Colpatch près de la ville américaine de Hancock dans le Maine. Avons-nous dit simple? Nous voulions dire vraiment bizarre. Après avoir débarqué dans le Maine enneigé, les 2 espions ont rejoint New York en 2 jours, ce qui est impressionnant. Ils ont reçu $10 000 pour leur mission, ce qui équivaut à environ $650 000 aujourd'hui. Ce qui leur a permis de louer un appartement à Manhattan, probablement un studio sans espace de rangement. Comme c'est souvent le cas pour l'humanité, la cupidité a montré son vilain visage et a ruiné le plan pour les 2 hommes. Colpa a volé la plupart de l'argent et a fait une beuverie qui a démasqué les 2 espions et causé leur arrestation. Le 30 décembre, les 2 hommes ont été condamnés à mort, mais comme le président Franklin D. Roosevelt n'était pas un grand partisan de la peine capitale, les peines ont été commuées. Maurice Moberg était joueur et entraîneur de baseball de 1923 à 1939. En plus d'être un sportif, Berg était très intelligent et multilingue. Il accompagnait des équipes et des joueurs au Japon pour une tournée et un match d'exhibition. Lors d'un voyage en 1934, Berg a filmé Tokyo et son port depuis un toit. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Berg, titulaire d'un diplôme de droit, menait des opérations de contre-espionnage et remit ses films de Tokyo à l'armée américaine, qui planifia le raid Doolittle de 1942, mais pas celui avec des animaux qui parlent. Berg a ensuite été parachuté en Yougoslavie pour tenter de ralentir les avancées allemandes dans les armes atomiques. Pour cela, Berg a concentré son attention sur le physicien allemand Werner Heisenberg, celui qui frappe à la porte. En fait, Berg était prêt à éliminer Heisenberg pendant qu'il donnait une conférence. Avec un pistolet caché et une pilule de cyanure, Berg a assisté à la conférence, constaté que Heisenberg n'avait pas développé d'armes, et l'assassinat a été suspendu. On peut dire qu'il a attendu jusqu'au bout. Après la guerre, Berg a reçu puis refusé la médaille présidentielle de la liberté, car il ne pouvait révéler la raison de cette distinction après la fin de son contrat de renseignement. Dans les années 50, Berg a passé les 20 années suivantes avec des amis et des membres de sa famille, restant évasif sur la question de savoir s'il travaillait encore sur des missions top secrètes. Il est décédé en 1972 à l'âge de 70 ans et a reçu à titre posthume la médaille d'honneur qui a été offerte au temple de la renommée du baseball. Le ressortissant albanais Elieza Bosna a été engagé comme valet par l'ambassadeur britannique en Turquie. Et son nouveau patron, au nom typiquement britannique Sir Hugh Knatchbull Hugheson, était connu pour ramener chez lui des documents sensibles et classifiés.
Avec son nouveau nom de code Cicéron, Bosna s'est fait de l'argent en photographiant et en vendant ses documents top secrets à l'Allemagne tout au long de l'année 1944. Ce petit boulot lui a aussi rapporté gros puisque Bosna a touché la plus grosse somme jamais versée à un espion jusque-là. Finalement, les détails précis des fuites montraient tous que l'ambassade d'Ankara était la source. Bien qu'ils aient cru surprendre Bosna, il a évité d'être découvert pendant la guerre. Après, Bosna a compris à ses dépens ce que vendre des secrets au Reich signifiait. Lorsque toutes ces nouvelles entreprises échouèrent à cause de paiements contrefaits des Allemands, il tenta de poursuivre le gouvernement pour récupérer ce qu'on lui devait. Mais après cet échec, il passa le reste de ses jours comme veilleur de nuit. Le londonien Harold Coe a vécu une carrière en montagne russe. D'abord méchant, il est devenu héros, puis a fini à nouveau parmi les méchants. On dirait une réplique d'un film Batman. Cole était un ancien détenu qui s'est engagé dans l'armée britannique après sa libération. Ironique, non? Pour couronner le tout, Cole s'est retrouvé à nouveau prisonnier après avoir été capturé lors de l'invasion allemande de la France en 1940. Il s'est évadé, s'est caché à Marseille et a aidé ses camarades en organisant des filières d'évasion avec la résistance française. Grâce à l'aide de Cole, plusieurs personnes ont pu s'échapper de la France occupée pour une vie meilleure. Un point pour Cole. Cole a encore été capturé, mais cette fois, la Gestapo l'a retourné en informateur. Ne travaillant plus pour la résistance française, mais directement contre elle, 50 des résistants capturés ont été exécutés par les Allemands en conséquence. D'accord, je suppose qu'on doit lui retirer ce point. Après la guerre, les Britanniques et les Français étaient, bien sûr, très mécontents de Cole, et se sont mis à sa recherche. Il a été capturé et placé dans une prison de l'OTAN à Paris pour s'évader de nouveau en novembre 1945. La police française l'a finalement retrouvé le 8 janvier 1946 et l'a éliminé. Il repose désormais dans une fosse commune sans nom. La guerre est un enfer, même pour des espions comme nous. Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, a exercé ses mandats de 1901 à 1909, mais il estimait que 2 mandats n'étaient pas suffisants pour le vieux. Teddy Roosevelt se représenta en 1912, cette fois, sous la bannière du parti tiers Bull Moose. Malheureusement pour Teddy, lors d'une de ses étapes de campagne dans le Midwest, quelqu'un avait un autre plan. Un tireur isolé tenta d'assassiner le vieux Teddy Bear. Aujourd'hui, nous allons évoquer le jour où Teddy Roosevelt, blessé par balle, a tout de même prononcé un discours de 84 minutes au Nizhukon. Un peu après, 20h le 14 octobre 1912, Teddy Roosevelt quitta l'hôtel Gilpatrick à Milwaukee, dans le Wisconsin. Roosevelt avait un emploi du temps de campagne très chargé, rempli de prises de parole dans 3 États différents du Midwest. Il se rendait à son dernier discours de la journée, un vrai marathon, qui faisait 50 pages à l'auditorium de Milwaukee, avec un discours serré de 84 minutes, plié dans la poche de poitrine de son pardessus, à côté d'un étui en métal pour ses lunettes. Teddy se dirigea vers son véhicule découvert. Une chose qu'il faudrait bien trop de présidents pour réaliser qu'elle n'était pas sûre pour le passage présidentiel. Debout dans sa voiture, Teddy salua ses partisans. Malheureusement, Teddy a mal évalué la situation alors qu'il voyait une foule de grands superfans de Roosevelt. Une personne avait des plans différents. C'est alors qu'un seul coup de feu retentit. Le coup de feu a secoué la foule. Le futur assassin de Roosevelt était un immigrant bavarois du nom de Jean Flaming, Schrenk, ancien propriétaire de saloon. Schrenk n'était qu'à 1,20 m de Roosevelt lorsqu'il a tiré avec son revolver de calibre .038 sur le Rough Rider. Roosevelt aurait ignoré la balle reçue comme s'il chassait une mouche. Ses genoux se sont légèrement fléchis sous l'impact du coup de feu, mais il a rapidement repris son geste de saluer les partisans autour de lui, ceux qui n'avaient pas tenté de l'assassiner. Lorsque son associé, Henry Cochams, lui demanda utilement s'il venait à l'instant d'être touché par une balle, Roosevelt répondit « Il m'a effleuré. Harry m'a effleuré. » On suppose que cela signifie « touché » car Teddy a été blessé par balle. Schrenk a été arrêté quelques instants après avoir tiré avec son pistolet. Le sténographe de Roosevelt, l'ancien joueur de football Albert E. Martin, ainsi que son ancien camarade des Rough Riders, A.O. Gerard, ont réagi immédiatement et se sont précipités vers l'homme qui avait tenté d'assassiner Roosevelt. Les instincts de Rough Rider de Martin lui ont servi, il a saisi le pistolet en maîtrisant Schrenk pour éviter un second tir.
Le duo dynamique a reçu immédiatement le renfort de plusieurs policiers de Milwaukee et ensemble, ce groupe d'hommes a maîtrisé le tireur. La foule de partisans de Roosevelt criait pour la mort de l'agresseur, comme le ferait toute bonne foule en colère et incontrôlable. Alors que les cris réclamant du sang s'intensifiaient, Roosevelt tenta de calmer tout le monde. « Ne lui faites pas de mal, amenez-le-moi », exigea Roosevelt. Les officiers présentèrent alors Schrank. Roosevelt remit ensuite son assassin présumé à la police en disant « Officier, prenez-le en charge et assurez-vous qu'il ne lui soit fait aucun mal. » En examinant le pistolet, il prit un instant pour se moquer un peu de son arme en disant « Un Colt 38 a une sale allure. » Après quoi, un de ses secrétaires montra le trou de balle dans le pardessus de Roosevelt, ce à quoi Roosevelt répondit « Je le sais. » Roosevelt savait maintenant qu'il était blessé. Avec le coupable arrêté, il pouvait enfin se demander « Mes poumons ont-ils été touchés par la balle ?» Il ouvrit son manteau et tous virent aussitôt sa chemise ensanglantée. Roosevelt, dans l'une des épreuves les plus viriles, testa sa propre hémorragie interne en toussant dans ses mains pour voir s'il y avait du sang. Heureusement, la toux était sèche. Confiant que sa main sans sang signifiait un poumon sans balle, Roosevelt insista pour poursuivre son discours prévu, loin de lui l'idée de décevoir ses admirateurs. Roosevelt déclara à ses collègues « Je vais bien, mais j'ignore combien de temps cela durera. C'est peut-être ma dernière cause pour notre peuple. Et tant que je vais bien, je vais me rendre à la salle et prononcer mon discours. » Tous les membres de son équipe de campagne ont supplié Roosevelt de ne pas faire un long discours après avoir été blessé par balle à la poitrine, y compris son médecin Scurry Terrell. Scurry était un spécialiste de la gorge avec un prénom malheureux. Il restait avec l'équipe près du vieux Rosie pour préserver sa voix durant la campagne. À l'auditorium de Milwaukee, 2 médecins présents pour écouter Roosevelt ont été sollicités après son arrivée. Les médecins ont dit à Roosevelt qu'il ne devrait sans doute pas prononcer de discours après avoir reçu une balle dans la poitrine. Mais Teddy n'allait pas se laisser décourager. Il sortit un mouchoir, le plaça sur la blessure par balle, boutonna sa chemise et se dirigea vers la scène. Sacré bonhomme. Harry Cochums fit une introduction captivante pour Roosevelt, tout en préparant le public à un discours prononcé par un homme qui venait d'être blessé par balle, disant à la foule « Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose à vous dire, et j'espère que vous l'accueillerez avec calme. » Alors qu'il quittait son hôtel, une main infâme a pointé un revolver sur le colonel, et il va vous parler, bien qu'il ait une balle quelque part dans la poitrine. Dans la foule, quelqu'un, peut-être un voyageur du temps, a crié fausse nouvelle, tandis que d'autres demandaient avec compassion s'il était blessé. Roosevelt a saisi cette occasion pour faire une entrée spectaculaire, montrant à la foule sûrement horrifiée son manteau et son gilet ensanglanté. Il a demandé à la foule, désormais traumatisée, de se taire et d'écouter en disant « Je ne sais pas si vous comprenez bien que j'ai été blessé par balle, mais il en faut plus que ça pour abattre un élan. » Même s'il avait promis à la foule de faire court, à cause de la balle peut-être logée dans sa poitrine, Roosevelt n'a pas tenu sa promesse et a parlé à la foule pendant pas moins de 84 minutes, Traki. Il a reconnu la longueur du discours, rappelant à la foule que ce discours avait aussi sauvé sa vie, en disant « Heureusement, j'avais mon manuscrit, donc vous voyez, j'allais faire un long discours et mes amis, il y a une balle, c'est là que la balle était passée et cela a probablement empêché la balle de traverser. Mon cœur, la balle est en moi maintenant, mais je vais faire de mon mieux. » Roosevelt a rappelé au public que, malgré l'attentat contre sa vie, ses préoccupations étaient des pour eux. Pendant qu'il parlait, des médecins restaient tout près à intervenir s'il s'effondrait à tout moment. Après 45 minutes, Teddy a promis seulement 15 minutes de plus. Alors qu'il prenait une gorgée d'eau, ses médecins lui ont dit d'arrêter de parler. Probablement à cause de graves conséquences médicales, mais aussi peut-être parce que c'était vraiment un long discours, Teddy a répondu « Ça devient de mieux en mieux au fil du temps. » À bout de souffle par moment et ayant du mal à rester debout, la couleur commença à disparaître de son visage. Cela poussa un membre du public à demander à l'homme défaillant de peut-être s'asseoir une minute. Il a répondu « Merci madame, cela ne me dérange pas. » L'histoire ne précise pas si cette femme, ayant pris la parole, a été impressionnée par Roosevelt ou blessée qu'il n'ait pas suivi son conseil. En lisant son discours, il laissait tomber chaque page, révélant les trous de balles dans celle-ci.
Pour se bien placer devant, s'il voulait aussi crier des suggestions ou plaintes, Roosevelt n'était pas fou. Bien sûr, il s'est finalement rendu dans un véritable hôpital après avoir terminé son discours épique. Au Johnston Emergency Hospital de Milwaukee, les médecins ont constaté que malgré sa blessure cachée par un mouchoir, Teddy avait prononcé tout son discours de 84 minutes. Avec un trou dans la poitrine gros comme une pièce de 10 centimes, sa blessure a été nettoyée et bandée 2 fois par précaution avant l'envoi au bloc opératoire. Le médecin, le docteur Joseph Colt Bloodgood, un nom à la fois inquiétant et, je pense, approprié pour un médecin, a rejoint les docteurs R.J. Salle et T.A. Stratton pour s'occuper de Roosevelt. L'une des infirmières s'est excusée sans y être autorisée. Au nom de toute la ville de Milwaukee, Roosevelt lui a assuré que tout allait bien entre lui et la ville de Cream City. Oui, c'est en fait l'un des surnoms de Milwaukee, la ville de Cream City. Roosevelt savait que son long discours lui avait sans doute sauvé la vie et limité les dégâts de la balle. Mais pour ne pas être en reste, l'étui humble et renforcé d'acier de ses lunettes a probablement joué un rôle important en empêchant la balle de traverser tous ses organes. Ses bretelles épaisses, son grand par-dessus et presque tout ce qu'il portait ont aidé à arrêter la balle. Mais c'est l'ajout du discours de 50 pages plié en deux dans sa poche de poitrine qui a rendu Roosevelt pratiquement par balle à l'endroit où il a été touché. Sans ces objets épais autour des organes vitaux de Roosevelt, l'arme lors de la fusillade l'aurait sûrement tué si elle avait tiré à bout portant. Un fait qu'il rappelait volontiers à son public pendant son long discours, que ce discours très épais avait probablement empêché la balle d'atteindre son cœur. Inutile de dire qu'il est rare d'être sain d'esprit lorsqu'on court partout en tirant sur d'anciens présidents. Mais dans le cas de Schrank, c'était particulièrement vrai. Lorsqu'il a été arrêté, les autorités ont trouvé une lettre en sa possession. C'était toute la preuve dont ils avaient eu besoin, en plus des nombreux, très nombreux témoins. Schrank a voyagé depuis New York pour assassiner Roosevelt à cause d'un rêve qu'il avait fait, dans lequel le président William McKinley s'est redressé dans son cercueil et a désigné un homme que, dans son rêve, il a reconnu comme étant Teddy Roosevelt. Et McKinley a dit « Voici mon assassin, venge ma mort ». Schrank s'est réveillé et, prenant ce rêve au sérieux, a vengé la mort du président William McKinley, dont Theodore Roosevelt n'était aucunement responsable. Avec ce journal de rêve, Schrank a été évalué et jugé victime de délires insensés et déclaré inapte à comparaître devant le tribunal. Il a été interné à l'hôpital d'État central pour criminels aliénés à Waupun, dans le Wisconsin, où il est resté jusqu'à sa mort en 1943. Le parti Bull Moose de Roosevelt a finalement perdu l'élection de 1912 après avoir divisé le vote républicain et remis la présidence au démocrate Woodrow Wilson. Mais la balle resterait confortablement dans le corps de Teddy pour toujours. Après de longues discussions, les médecins de l'hôpital d'urgence Johnston ont conclu via une radiographie que la balle près de la 4e côte de Teddy était trop risquée à retirer. Quel souvenir à garder, mais c'est bien Teddy Roosevelt, un vrai cavalier intrépide. La reine Victoria a régné sur la Grande-Bretagne et l'Irlande de 1837 jusqu'à sa mort en 1901. Ce ne fut pas facile. Durant son long règne, la reine Victoria a guidé son royaume à travers des événements difficiles. Elle était très populaire en Angleterre et reste l'un des monarques les plus aimés et connus de l'histoire mondiale. Au fil du temps, la monarque a dû survivre à pas moins de 8 tentatives d'assassinat par 7 personnes différentes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 7 aspirants assassins de la reine Victoria. Le premier assassin était Edward Oxford, âgé de 18 ans qui porte sans doute le nom le plus anglais que l'on puisse imaginer. Selon sa propre mère, Edward avait tendance à se comporter étrangement et avait souvent des accès de rage ou de rire maniaque et imprévisible, un peu comme une version victorienne du Joker. Personne n'en est sûr, mais ce comportement étrange pourrait lui avoir coûté son emploi dans un pub local. Quelques jours après être devenu chômeur, il a acheté 2 armes à feu et s'est rendu au palais de Buckingham. Nous étions au mois de juin et le temps était agréable. Lorsqu'Édouard est arrivé, il a attendu devant le palais avec des foules de curieux espérant apercevoir la reine ou son mari, le prince Albert. Édouard dut attendre jusqu'à tard dans la soirée.
mais finalement un carrosse sortit des grilles et remonta Constitution Hill en direction de Hyde Park. Oxford attendit que le carrosse royal soit à portée. Quand ils furent proches, Édouard tira 2 coups de feu. D'après le journal de la reine, après le premier coup de feu, Albert lui prit la main et dit « Mon Dieu, ne sois pas effrayé ». C'est assez détendu de la part d'Édouard. Victoria a assuré qu'elle n'était pas bouleversée et n'a pas compris que le coup de feu lui était destiné. Après le second coup de feu, Oxford a été vite plaqué au sol par la foule, déclarant qu'une femme ne devrait jamais régner sur l'Angleterre. Victoria, alors enceinte de 4 mois, a été saluée par le public britannique pour son courage. Victoria a gagné, 0 pour les assassins. Après avoir survécu à sa première tentative d'assassinat, la reine Victoria espérait sans doute que cela ne se reproduirait pas, mais cela arriva encore 2 ans plus tard. Cette fois, l'aspirant assassin était John Francis, un ébéniste et ancien acteur ayant un casier judiciaire pour vol. Probablement inspiré par l'échec d'Edward Oxford à atteindre Victoria, Francis a aussi tenté de lui tirer dessus dans sa calèche devant Buckingham Palace. En fait, John Francis a trouvé le plan tellement bon qu'il a essayé 2 fois en un seul week-end. D'abord, le 29 mai, il a tenté de tirer sur la reine à Constitution Hill, mais il a échoué et s'est enfui. Le Premier ministre Robert Peel, qui agissait apparemment comme Sherlock Holmes, a tendu un piège au criminel et a juré de l'attraper. La reine Victoria s'est portée volontaire comme appât. La reine est remontée dans le carrosse le lendemain pour une autre promenade sur Constitution Hill. Cependant, grâce à Peel, cette fois la foule était envahie de policiers en civil. Francis a été rapidement appréhendé après avoir sorti son arme. Il a ensuite été déterminé que l'arme n'était même pas chargée, mais il a été accusé de trahison et condamné à mort. L'histoire a tout de même quelque chose qui ressemble à une fin heureuse. Alors que Francis attendait son exécution, Victoria et Albert ont longuement débattu et décidé de prendre en pitié le supposé assassin. Victoria a personnellement commué sa peine de mort. À la place, il a été banni du royaume à vie et a purgé 7 ans de travaux forcés en Australie. Victoria avec 2 points contre 3, assassin 0. L'assassin numéro 3 était John William Bean. Le père de Monsieur Bean, métallurgiste, espérait que John suive ses traces, mais ce ne fut pas le cas. John est né avec une taille d'1,20 m et une bosse qui l'empêchait de faire ce travail. À la place, John Bean a fini par travailler dans un kiosque à journaux. En 1842, Bean lut un article sur l'assassin numéro 1, Edward Oxford. L'histoire décrivait la vie d'Oxford après qu'il ait tenté de tuer la reine, affirmant qu'il avait été interné dans un asile d'aliénés, ce qui, pour une raison quelconque, était présenté comme une vie de luxe. Malheureusement, cependant, Bean y a cru. Ces déformations l'ont désespéré, le poussant à penser qu'en tentant de tuer la reine, il finirait mort ou interné. Bean pensait que l'une ou l'autre de ces options serait une amélioration par rapport à son existence quotidienne. Le 3 juillet 1842 à peine, 5 semaines après que John Francis ait tenté d'assassiner la reine, Bean a tiré son coup. J.W. Bean attendit devant le palais puis tira sur Victoria alors qu'elle passait avec son oncle, le roi Léopold de Belgique. Le pistolet, chargé de papier, gravier et morceaux de tuyaux, s'est enrayé. Robert Peel aurait éclaté en sanglots en apprenant l'incident. Bean n'a pas eu ce qu'il voulait. La police l'a capturé après avoir arrêté tous les nains bossus pour le retrouver. John Bean a été condamné à 18 mois de prison. Victoria 4. Assassin 0. Survivre à 4 tentatives d'assassinat en 2 ans, c'est déjà beaucoup. Heureusement pour Victoria, il faudra attendre 7 ans avant qu'une nouvelle tentative, menée par William Hamilton, n'ait lieu. Hamilton, 23 ans, ouvrier agricole, irlandais orphelin, avait déménagé à Londres après la famine de la pomme de terre en Irlande. Il est venu en Angleterre en passant par Paris, où il avait été témoin de la Révolution française de 1848 de première main. En 1849, il était au chômage et faisait constamment des allers-retours en prison. Le 19 mai 1849, Hamilton a tiré sur Victoria, qui revenait de l'une de ses premières apparitions publiques après avoir récemment accouché. Elle s'est approchée du palais par Constitution Hill,
qu'on pourrait appeler assassinat à ce stade. L'avenue de la Reine, inspirée par l'esprit révolutionnaire qu'il avait absorbé en France. Hamilton était venu armé d'un pistolet de poche. Heureusement pour la Reine, il n'était pas correctement chargé. Apparemment, vérifier son arme avant une tentative d'assassinat n'était pas courant à l'époque. Hamilton a tiré à bout portant et si l'arme avait réellement fonctionné, il aurait probablement causé de sérieux dégâts. Vic 5. Assassin 0. L'assassin numéro 5 est apparu en 1850. Il s'appelait Robert Patt et il allait s'approcher de la reine plus que quiconque avant lui. Victoria revenait de rendre visite à son oncle malade lorsque l'ancien soldat de 50 ans a surgi devant elle et a réussi à la frapper à la tête avec une canne à embout de fer. Des rapports disaient qu'il avait une arme à feu, mais il ne l'a pas utilisée. La reine n'a pas été gravement blessée, mais elle est repartie avec un œil au beurre noir, une contusion et une cicatrice durable. Craignant que l'on pense qu'elle était gravement blessée, Victoria fit une apparition publique le soir même à l'opéra pour rassurer. Elle a réprimandé Pate pour avoir frappé une femme, plaisantant que les assassins plus courageux avaient tenté de lui tirer dessus. Quant à Pat, il a été exilé en Tasmanie pour purger essentiellement la même peine que John Francis pour avoir tenté de tuer la reine, 7 ans de travaux forcés. Le motif de l'attaque de Pate n'a jamais été découvert et reste inconnu. Qui tient le compte des points? Victoria est inarrêtable. Le 6e assassin serait un garçon de 17 ans nommé Arthur O'Connor. Bien qu'il soit originaire de Londres, Arthur se décrivait comme passionnément irlandais. Au début, il espérait restaurer la réputation du nom O'Connor et rejoindre le panthéon des grands héros irlandais en tuant la reine. Cependant, il a finalement changé d'avis et a décidé que la meilleure option serait de lui faire peur pour qu'elle libère l'Irlande. Le 29 février 1872, Arthur attendait devant le palais de Buckingham que la reine revienne d'une sortie, comme cela était apparemment devenu la norme pour tous les aspirants assassins. Il a interrogé un policier sur le retour de Victoria, puis s'est avancé devant la foule près de la porte qu'elle emprunterait. Quand le carrosse est arrivé, O'Connor a braqué son arme sans avoir le temps de tirer. John Brown, domestique qui accompagnait la reine après la mort de son mari, a frappé l'arme de la main du jeune homme, puis l'a attrapée et jetée au sol. On a appris plus tard que l'arme n'avait jamais fonctionné. Il est logique de le penser à ce stade. Le garde du corps de Victoria, Brown, a reçu une médaille d'or et d'argent pour son héroïsme. O'Connor a été condamné à 1 an de prison et 20 coups de baguette de bouleau, ce qui paraît clément comparé aux 7 ans de travaux forcés infligés à l'autre homme. D'accord, on n'annonce plus le score. Assassin, 0, Victoria, un gros chiffre. La dernière personne à avoir tenté d'assassiner la reine Victoria était Roderick MacLean, un radical irlandais. À cette époque, la couronne subissait une forte pression de l'Irlande et des Irlandais voulant l'indépendance, ce qui a poussé MacLean à haïr la reine. Cependant, MacLean avait aussi d'autres problèmes. Il avait déjà séjourné dans un asile d'aliénés où on lui avait diagnostiqué une manie homicide. Et une aversion étrange pour le chiffre 4, on l'entend là où l'histoire le rapporte. Nous, on n'aime pas le chiffre 1, c'est le chiffre le plus solitaire. Quelle qu'en soit la cause, MacLean s'est présenté devant la gare de Windsor le 2 mars 1882. Alors que la reine quittait la gare en train, MacLean a tiré. Sans surprise, il a raté sa cible et la reine n'a pas été blessée. 2 témoins ont désarmé MacLean et ont aussitôt été remerciés par Victoria. Quoi, pas d'argent ni de médaille d'or, radin? Quoi, tu es à court? MacLean a été jugé pour haute trahison, mais dans un retournement digne d'une série télé, il a été déclaré non coupable pour cause de folie. La reine, qui apparemment n'éprouvait plus de pitié pour ceux qui tentaient de la tuer, s'est dite mécontente de la légèreté de la peine et a exhorté son cabinet à instaurer des lois plus sévères. Tu penserais sûrement qu'attenter à la vie d'une reine mènerait forcément à la peine de mort, mais ce n'est pas le cas. Edward Oxford a été déclaré fou lors de son procès et envoyé dans un asile. Il a été libéré en 1867, moment où il a été banni d'Angleterre. Il est parti en Australie où il est mort en 1900. Jean Francis a été condamné à mort pour sa tentative d'assassinat, mais la reine a commué sa peine et il a purgé une peine de prison à la place. John William Bean, dont l'arme ne pouvait en réalité pas être chargée, a été accusé d'un crime moins grave et a été emprisonné à la prison de Newgate pendant 18 mois.
Guillaume Hamilton a été banni d'Angleterre pendant 7 ans. Pat a été déclaré fou au procès, mais le tribunal a jugé qu'il distinguait le bien du mal et l'a exilé en Tasmanie pour 7 ans. Arthur Connor a reçu 20 coups de baguette de bouleau et 1 an de prison. Enfin, McLean a été déclaré fou lors de son procès et a été interné à l'asile de Broadmoor pour le reste de sa vie. Ce résultat poussa la reine à ordonner à son cabinet de définir plus strictement la folie sur le plan juridique pour l'avenir. Bien que la reine Victoria ait été l'une des monarques les plus aimées de l'histoire du royaume, pas un seul des 7 hommes qui ont tenté de la tuer n'a été exécuté pour ses crimes. Bien qu'elle ait durci les lois, elle a admis que les tentatives d'assassinat successives augmentèrent sa popularité. Victoria elle-même aurait même déclaré « Cela vaut la peine d'être la cible de tir pour voir à quel point on est aimé ». On dirait une relation dysfonctionnelle entre la royauté et le peuple. Abraham Lincoln, longtemps considéré comme l'un des plus grands présidents américains, a trouvé la mort au Ford's Theater à Washington, D.C., dans la nuit du 14 avril 1865. Les véritables motivations de son assassin, un acteur et sympathisant confédéré nommé John Wilkes Booth, font débat depuis cette nuit-là. Mais quelles qu'aient été les intentions de Booth, son acte a changé l'histoire et le cours d'une nation. Aujourd'hui, nous allons examiner la chronologie de la traque de John Wilkes Booth. D'accord, voyons comment ils ont capturé l'un des assassins les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Lorsqu'Abraham Lincoln a été réélu président en 1864, John Wilkes Booth et ses complices ont élaboré un plan. Ils voulaient enlever Lincoln pour l'échanger contre la libération des prisonniers confédérés et ont aussi conçu plusieurs plans de secours. Un complot visait à intercepter Lincoln en mars 1865 lors d'un déplacement, mais un changement d'emploi du temps du président a fait échouer l'idée. Un autre plan consistait à capturer Lincoln au théâtre Ford et à le faire descendre de sa loge à l'aide de cordes. La guerre de sécession touchait à sa fin et la victoire de l'Union devenait certaine. La libération des prisonniers de guerre ne ferait plus de différence, alors Booth décida d'adopter une voie plus radicale et sanglante. Tuer Lincoln n'était que la partie visible de l'iceberg. Le plan complet de Booth ressemblait en fait au point culminant du film Casino. Lui et ses complices prévoyaient de tuer 4 hauts responsables de l'Union cette nuit-là. Les autres cibles étaient le vice-président Andrew Johnson, le secrétaire d'État William Seward et le général de l'Union Ulysses S. Grant. L'idée était de plonger tout le camp de l'Union dans le chaos en éliminant ses dirigeants. Cela supposément donnerait à la Confédération le temps de se regrouper et d'attaquer Washington. La nuit tombée, Booth a profité de ses relations d'acteur pour s'infiltrer au théâtre Ford. Alors que Lincoln était distrait en regardant une pièce appelée « Mon cousin américain », Booth est entré dans la loge, a sorti un pistolet Derringer et, à 22h15, a tiré une balle dans la nuque de Lincoln. Booth ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais cet assassinat serait le seul des 4 prévus à réellement réussir. Après avoir tiré le coup fatal, Booth a bousculé les témoins et a tenté de sauter sur la scène en contrebas. Henry Rathbone, un officier de l'armée, a essayé de l'arrêter, mais Booth a poignardé Rathbone à l'épaule. Immédiatement après, Booth a sauté sur la scène, atterrissant maladroitement et se cassant la jambe. Le public du théâtre est resté dans la confusion. Beaucoup croyaient que c'était la pièce, jusqu'à entendre la première dame crier. Booth s'est levé sur scène et a crié 3 mots latins qui résonneraient à travers l'histoire « Sic semper tyrannis », ce qui signifie en anglais « Ainsi en est-il, toujours des tyrans ». Pour clarifier, ce n'est pas lui qui l'a écrit. La phrase « Sic semper tyrannis » était historiquement associée à Brutus et aux assassins de Jules César. Fait intéressant, Booth avait déjà joué le rôle de Brutus dans une pièce de théâtre. Cette phrase était aussi la devise de l'État de Virginie. Le président était mort. L'atmosphère dans le théâtre est devenue chaotique. Des soldats ont envahi le bâtiment. Booth savait qu'il devait fuir la ville aussi vite que possible. Un complice avait prévu qu'un cheval l'attende à la porte de la scène. Booth sauta sur la monture et traversa le pont du Navy Yard pour entrer dans le Maryland. Booth fut rejoint par le conspirateur David Harold. Ensemble, ils chevauchèrent jusqu'à Surrattville, dans le Maryland. Ils allèrent à la taverne de Surratt, où les propriétaires cachaient des provisions. Sachant l'armée proche, ils ne restèrent pas longtemps. Ils prirent ce dont ils avaient besoin, s'armèrent lourdement et reprirent la route. À 4 heures du matin, le 15 avril, Booth
et Harold arrivèrent dans le Maryland, chez le docteur Samuel Mudd. Mudd soigna la jambe cassée de Booth et permit aux deux hommes de se reposer chez lui quelques heures. Bien que Mudd, médecin de petite ville, soit connu pour sa sympathie envers la Confédération, il n'est pas clair s'il connaissait Booth et Harold ou s'il était au courant de ce qu'ils avaient fait. Plus tard, il nia toute connaissance du complot, mais cela ne lui servit pas à grand-chose. Ils l'envoyèrent quand même en prison. Quoi qu'il en soit, une fois rétabli, Booth et son complice reprirent la route. Perdus dans un marais, ils ont payé un fermier pour retrouver Rich Hill, demeure d'un autre sympathisant confédéré, Samuel Cox. Ralentis par la jambe de Booth, ils n'arrivèrent qu'à 1h du matin le lendemain. Samuel Cox sympathisait peut-être avec la cause de Booth et Harold, mais il était aussi pleinement conscient du danger qu'ils représentaient pour lui. Plus de 1000 soldats de l'Union avaient été mobilisés pour rechercher Booth, et une prime placée sur les conspirateurs avait atteint 100 000 $, soit l'équivalent moderne d'environ 1,5 million de dollars. Si Cox était surpris à aider les fugitifs, les conséquences auraient été graves. Sachant cela, Cox envoya Booth et Harold dans un bosquet de pins près de sa propriété. Ils pourraient guetter une occasion de traverser le Potomac vers la Virginie, offrant à Cox une dénégation plausible. S'ils étaient attrapés, Booth, pour sa part, était furieux que Cox ne les laisse pas entrer dans la maison. Néanmoins, ils restèrent dans le bosquet et essayèrent de s'adapter. Booth et Harold restèrent dans le bosquet de pins pendant un total de 4 jours. Parfois, un ami de Cox, nommé Thomas Jones, leur apportait de la nourriture, à boire et des exemplaires des journaux. Booth découvrit alors qu'il était presque unanimement jugé scélérat et lâche. Lui qui pensait avoir agi héroïquement fut profondément choqué. Dans son journal, il se comparait à des personnages historiques comme Guillaume Tell et Marcus Junius, Brutus, se demandant pourquoi il était considéré comme un vulgaire assassin alors qu'eux étaient de loués comme des héros. On ne sait pas quand Booth a commencé à tenir ce journal, mais ce document reste le seul témoignage direct des pensées de Booth à cette époque. C'est grâce à ce journal que nous savons. Le 18 avril, une colonne de soldats de l'Union passa à moins de 200 mètres du fourré de pins. Craignant que leurs chevaux ne les trahissent, Harold choisit de faire taire les animaux. Booth et Harold restaient discrets, buvant du whisky, tandis que le pays pleurait son président. À Washington, D.C., des milliers de personnes ont assisté au cortège funèbre menant le corps de Lincoln au Capitole. Une cérémonie privée a eu lieu pour les proches et personnalités importantes de Lincoln. Le lendemain, la rotonde a ouvert au public. Les citoyens sont venus en masse pour dire adieu au président. Le lendemain, son corps a été placé dans un train spécial qui le conduirait à sa dernière demeure à Springfield, dans l'Illinois. 6 jours après l'assassinat, les soldats qui recherchaient Booth quittèrent la zone près de la maison de Cox, informa Thomas Jones aux fugitifs. Et au crépuscule du 20 avril, ils repartirent. Bien que le Potomac ne soit qu'à 5 km et demi, leur progression fut probablement lente à cause de la jambe de Booth. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'eau, Jones installa les deux hommes dans une petite barque. Refusant tout paiement pour ses services, Jones les mit sur la rivière et se sépara d'eux. Malheureusement pour Booth et Harold, la nuit était brumeuse et la navigation difficile. Au lieu d'accoster à Mutudoc Creek en Virginie, comme prévu, ils se perdirent et finirent dans le Maryland. Le 21, les fugitifs réussirent à se procurer des provisions dans une ferme près du ruisseau. Ils retournèrent au bateau où, pour des raisons qui restent obscures à ce jour, ils ne firent rien. Les historiens pensent tout que la jambe de Booth le faisait souffrir ou qu'il craignait des patrouilles de l'Union dans la région. Mais la vérité s'est perdue dans l'histoire. Nous savons seulement que, au lieu de s'échapper par le Potomac comme prévu, les fugitifs passèrent la nuit du 21 avril à Nanjimony Creek, dans le Maryland. Les fugitifs repartirent le soir suivant. Il y avait encore du brouillard, mais cette fois, la brume jouait en leur faveur en les aidant à descendre la rivière. Sans être vus, le journal de Booth rapporte qu'ils ont frôlé la catastrophe. La barque croisa une canonnière de l'Union, mais ils évitèrent la collision grâce au brouillard qui les cacha. Pendant ce temps, les forces de l'Union resserraient l'étau autour des deux hommes. De retour dans le Maryland, la maison du docteur Mudd fut encerclée par des troupes et les propriétaires de la taverne de Surette arrêtés. L'armée savait que Booth se dirigeait vers la Virginie et commença à inonder les routes de soldats. Le matin du 23 avril, les fugitifs atteignirent la Virginie.
Ils prirent immédiatement contact avec une sympathisante nommée Elizabeth Queensberry, qui les nourrit puis les envoya rencontrer un docteur Richard Stewart. Ils atteignirent avec succès la maison de Stewart, mais dès qu'il apprit qui ils étaient, Stewart mit Booth et Harold à la porte. Ayant besoin d'un abri, les hommes décidèrent de se rendre à la cabane d'un homme noir libre nommé William Lucas. Comme Stewart, Lucas refusa de laisser les fugitifs passer la nuit. Furieux et désespéré, Booth menaça Lucas avec un couteau, puis força lui et sa famille à passer la nuit sur leur propre porche. Le lendemain, Booth et Harold forcèrent le fils de Lucas à les emmener à Port-Charles. Là, les fugitifs rencontrèrent un ancien soldat confédéré nommé Willie Jett. Jett proposa de cacher les hommes dans une maison qu'il avait préparée, mais la maison était occupée par 2 femmes célibataires. Oh là là! L'assassin du président et son complice jugèrent inopportun de rester et poursuivirent leur chemin. Le 24 avril, Booth et Harold arrivèrent à une ferme appartenant à un homme nommé Richard Garrett qu'ils ne connaissaient pas. Booth, usant sans doute de ses talents d'acteur, persuada Garrett qu'ils étaient soldats et que sa jambe était cassée. Dans ses fonctions, Garrett fut trompé et offrit un abri aux hommes. Le lendemain, Booth dormit tard, se saoula et joua avec les enfants de Garrett. Ce soir-là, la famille se méfia des fugitifs et exigea qu'ils dorment dans la grange. Booth accepta et alla s'y installer pour la nuit. Ce serait sa dernière nuit de sommeil. Pendant que Booth et Harold dormaient, les troupes de l'Union se rapprochaient. Willie Jett, le soldat confédéré qui avait tenté de les aider à s'échapper, avait informé les autorités de la localisation des fugitifs. Vers 2h30 du matin, le 26 avril, Booth fut réveillé par le bruit de chevaux s'approchant de la grange. C'était la cavalerie. Il réveilla Harold et les deux tentèrent de s'échapper. Ils ignoraient que, peu après leur endormissement, les Garrett avaient enfermé les chevaux dans la grange, craignant que les fugitifs ne les volent. Ils étaient piégés. Les forces de l'Union encerclèrent à la grange. Sur ordre du secrétaire à la guerre, Edwin Stanton, ils devaient capturer Booth vivant, ce qui mena à une impasse. Harold, de son côté, supplia Booth de le laisser se rendre. Booth accepta et laissa partir Harold, mais il avait d'autres projets pour lui-même. Face à l'impasse prolongée, les soldats de l'Union entourèrent la grange de Petit Bois. Booth comprit qu'ils étaient Dieu sérieux et que le temps lui était compté. Il tenta d'échapper à son destin en défiant le commandant des forces de l'Union en duel pour sa liberté, mais les soldats ne voulaient rien savoir. Le Petit Bois fut enflammé et la grange s'embrasa. Booth sortit précipitamment et fut vite abattu par le soldat Boston Corbett. En mourant, il demanda à un soldat de lui tenir la main pour les voir. Les soldats obéirent. Et en regardant sa main, Booth prononça ces derniers mots « Inutile, inutile ». Puis, à 7h15 du matin, John Wilkes Booth quitta cette vie. Qui est plus méprisé que John Wilkes Booth? Quel assassin à 3 noms figure sur votre liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et profitez-en pour découvrir d'autres vidéos sur notre histoire étrange.